Je vous retrouve pour le plateau de l'invité. Merci de rester fidèle au programme du soir sur New World. Bienvenue si vous nous rejoignez dans ce numéro de l'invité consacré à la révision constitutionnelle au Togo. Pour aborder la question, notre invité, l'honorable député Innocent Kabara, vous êtes député à l'Assemblée nationale et président du PDP, le Parti démocratique panafricain. Bonsoir honorable et bienvenue. Oui, bonsoir monsieur Guillaume. Bonsoir également à tous ceux qui nous suivent à travers les différentes radios à l'intérieur du pays. Aujourd'hui, avec vous, nous parlons de cette révision constitutionnelle intervenue dans la nuit du lundi au mardi 25-26 mars 2024. Les Togolais se sont réveillés avec la nouvelle d'une nouvelle constitution. Vous êtes l'un des signataires de ce projet qui finalement a été validé par les autres députés. 89 voix pour, une abstention, une voix contre. Aujourd'hui, vous, députés, comment vous sentez-vous après le vote de cette révision constitutionnelle au Togo? Non, merci pour l'opportunité que vous nous donnez de pouvoir donner des éclaircissements et puis expliquer, faire un travail de pédagogie, parce que je crois qu'il faut un travail de pédagogie pour expliquer ce que nous sommes en train de faire et ce à quoi nous avons abouti. Donc, nous sommes désormais dans une nouvelle république. Si le test est promulgué par le président de la République, cette nouvelle république fait en sorte que nous passons d'un régime... parce qu'avant, on ne savait pas si on était véritablement dans un régime parlementaire, bon, disons, semi-présidentiel ou présidentiel. Nous avons fait le choix d'un régime parlementaire. Donc voilà un peu. Et notre sentiment, c'est un sentiment de... Comment je vais l'exprimer? Parce que vous savez, dans tous mes débats, j'ai réclamé toujours un régime parlementaire. Dans tous mes débats, moi en tant que panafricaniste, parce que ce régime vous met à l'abri des instabilités. Et vraiment, le Parlement, qui est l'Assemblée nationale, est au cœur du débat démocratique. Parce que le parti qui gagne le Parlement dirige le pays, c'est simple. Le parti qui gagne le Parlement dirige le pays. Et donc, je suppose que vous êtes satisfait. Non, disons par rapport à notre idéologie, par rapport à ce que nous incarnons, par rapport à notre désir de changer le système partisan établi, qui était dans une certaine dualité entre deux forces, conservateurs, radicaux. Nous voulons sortir de ces schémas-là et nous l'avons souvent dit. Donc il faut un système qui nous ressemble, qui fait en sorte que l'ensemble des acteurs puissent se parler. Et vous avez, pas plus tard qu'il y a quelques jours, lors de la victoire d'ailleurs que je félicite, du président du Sénégal, il a parlé également dans son programme de société d'un régime parlementaire. Donc nous risquons d'aller dans les années, peut-être que le Togo est le premier pays, les gens peut-être ne vont pas comprendre vraiment le bien fondé de la chose, mais après je crois qu'il y a beaucoup de pays qui vont aller dans ce sens. Parce que le régime parlementaire nous convient le plus. Et il faut faire en sorte pour contrôler l'Assemblée nationale. C'est tout. Okay. Alors, comment expliquez-vous que les mêmes députés qui avaient porté une modification, je pense que c'était la 3e modification de la Constitution de 92, vous l'aviez fait en 2019, et puis vous, toujours, vous revenez pour finalement, globalement, changer tout ce que vous aviez fait pour proposer une nouvelle constitution. Comment arrivez-vous à l'expliquer? Pourquoi n'aviez-vous pas demandé, peut-être en 2019, qu'on change directement, qu'on aille à un régime parlementaire? Ou pourquoi n'avez pas vous porté la modification que vous portez aujourd'hui à la révision de 2019? Et c'est aujourd'hui, quand on est à quelques semaines des élections législatives, que vous jugez bon aujourd'hui de voter une nouvelle constitution ou de proposer une nouvelle constitution qui est votée par vos autres collègues députés? Non, je peux comprendre vos préoccupations, mais sachez que l'Assemblée nationale est libre de travailler sur les textes, soit des projets de loi, soit des propositions de loi venant du Parlement. Et en 2019, le débat qui était d'actualité, c'était la limitation de mandat. Ce n'était pas un changement de régime. Nous, depuis que nous avons commencé la politique, nous avons toujours parlé du régime parlementaire, parce que c'est le régime parlementaire qui nous permet d'être à l'abri de la rupture de l'ordre constitutionnel, qui nous permet la stabilisation des institutions et qui permet en sorte de ne pas penser en Afrique qu'il y a toujours un homme providentiel. Le régime présidentiel, c'est un homme providentiel qui doit venir et quand c'est pas lui, c'est moi, on est dans une certaine dualité. Non, nous voulons sortir de là. Nous voulons sortir de là. On nous a enfermés dans ce conflit entre deux générations, entre deux groupes. Nous voulons sortir de ces débats. Nous voulons poser un débat qui permet aux gens d'aller travailler sur le terrain, de faire tout pour contrôler l'Assemblée nationale afin de diriger le pays. Donc en 2019, c'était un débat. Là, le débat, c'est un débat de changement carrément de régime. Et vous allez voir, nous on n'est pas le seul à le dire, tous ceux qui sont pratiquement panafricanistes. Les débats, nous avons suivi les débats de la société civile, nous avons suivi les débats sur le plan panafricain, et beaucoup vont
on le regarde vers le régime parlementaire. Donc je crois que, moi, en ce qui me concerne, je parle en mon nom, je crois que c'est ce qui est le mieux à notre vécu, à nos différends, à la dualité dans laquelle les gens nous ont enfermés, avec deux bords. Donc il faut qu'on en sorte. Il faut qu'on en sorte, qu'on trouve un système beaucoup plus stable pour que tout le monde puisse s'exprimer, qu'on oblige les gens à pouvoir se parler pour pouvoir diriger le pays. Alors, justement, toujours dans cette révision de 2019, vous avez dit quelque part, puisque c'était, comme vous l'avez dit, une question de mandat présidentiel, vous avez dit que quand vous avez limité le mandat, qu'on ne pourrait pas y toucher si ce n'est pas un référendum. Mais là, vous changez carrément la Constitution et ce n'est pas par référendum. Est-ce que quelque part, vous n'êtes pas aussi en train de violer les dispositions que vous aviez déjà prises en 2019? Non, mais il faut reconnaître qu'en 2019, c'est nous qui avons modifié la Constitution. Il n'y avait pas de limitation de mandat, donc nous ne pouvons pas faire... Non, non, attendez. Oui, non, mais ça valait pour l'application de l'article concernant les mandats, ça ne valait pas pour une question d'un nouveau régime. Non, on n'avait pas parlé de ça. C'est spécifique. Si vous voulez toucher le mandat dans la même constitution, vous ne pouvez pas toucher ce mandat à moins que vous n'allez à un référendum. Dans la même constitution. Dans la même constitution. Là, nous sommes carrément à une nouvelle constitution, nous sommes à une nouvelle république. Si le président promulgue ce test-là, nous sommes dorénavant dans la 5e république. Ça n'a rien à voir. Dans la 5e république, qu'est-ce qu'il faut retenir? Très simplement, parce que on a vu des documents circuler. Ces documents ne viennent pas de nous. Nous, on n'a jamais vu ces documents. On nous a parlé de 7 ans, tout ça. Non. Dorénavant, le président de la République a un mandat de 5 ans, de 6 ans, non renouvelable. Le président du Conseil des ministres, qui est maintenant dans l'ancienne appellation, on pouvait parler de Premier ministre. Dorénavant, nous parlons de président du Conseil des ministres. Sous d'autres cieux qui appliquent le régime parlementaire, on aurait pu parler de chancelier, mais nous avons choisi la dénomination le président du Conseil des ministres. C'est lui qui assure véritablement l'exécutif. C'est lui qui préside le Conseil des ministres. C'est lui qui est en charge de la vie civile, la vie militaire du pays. Donc dorénavant, il sera issu des rangs de la majorité parlementaire et ça sera le chef de la majorité parlementaire qui de facto deviendra le Premier ministre. À part ça, qu'est-ce qui a encore changé dans cette... Ce qui a changé, il y a pas mal d'innovations. Vous avez vu que nous avons au niveau de la HAC, les réseaux sociaux et la presse en ligne font dorénavant partie du champ de la HAC. Vous avez vu que nous avons donné des pouvoirs renforcés au protecteur. Le protecteur de la République, c'était le protecteur le protecteur du citoyen qui remplace le médiateur de la République. Celui-là, il est là pour protéger les citoyens contre l'abus de l'administration. Quelle est la différence entre lui et le médiateur de la République? Le médiateur, nous avons renforcé sa fonction afin qu'il puisse véritablement se saisir des dossiers où l'administration a un peu d'exagération, où le citoyen se sent un peu bafoué. On va voir si c'est justifié. Si c'est justifié, il est là pour défendre les citoyens par rapport aux abus de l'État. Dans cette nouvelle constitution, vous parlez également d'une cour de cassation qui vient remplacer la Cour suprême. Quelle est la différence entre les deux et en quoi une cour de cassation est mieux adaptée? Non, on a voulu simplifier. On a voulu simplifier parce qu'il y avait 3. Maintenant, c'est la Cour de cassation. C'est beaucoup plus simple, c'est beaucoup plus efficace. Et cela aussi existe ailleurs. Il y a des pays qui ont la Cour de cassation qui n'ont pas de Cour suprême. Donc c'est plus efficace. C'est le nom qui a changé? Non, dans le fonctionnement, ça sera beaucoup plus fluide, c'est beaucoup plus d'efficacité. C'est une question d'efficacité. Et dans cette nouvelle constitution, c'est clair maintenant, la séparation de pouvoir entre le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Et les deux ponts de l'exécutif, chacun a son pouvoir. Mais le cœur de l'action gouvernementale maintenant se trouve au niveau du président du conseil scientifique, le président du Conseil des ministres. Globalement, quel avantage présente aujourd'hui la nouvelle constitution? Oui, la nouvelle constitution, comme je vous l'ai dit, son avantage, c'est que ça nous met à l'abri des crises, les gens qui n'arrivent pas à se parler. On a besoin forcément d'un homme providentiel, un peu comme dans le cas du Sénégal, quand dans d'autres pays, c'est l'homme providentiel que les gens attendent. Non, le débat doit se faire au niveau du Parlement. Si vous perdez la majorité au Parlement, de facto, il y a un nouveau Premier ministre. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça la vitalité. Ça assure la vitalité. Et les gens sont obligés de... Et puis même ceux qui ne comprennent pas aujourd'hui, vous savez que demain, ils peuvent s'entendre même avec les gens avec lesquels ils ne se comprennent pas pour nous mettre en minorité pour diriger. Tout
tous les cas de figure. Donc, vous voyez, je crois que c'est ce régime qui sied le plus. Ça a beaucoup d'avantages. Ça nous met à l'abri vraiment de l'instabilité. Et ça permet une certaine vitalité. Ça permet une certaine vitalité de la démocratie. Ça permet également à ce que le gouvernement soit responsable devant le Parlement de sa politique et que le gouvernement puisse rendre des comptes régulièrement au Parlement. Depuis les indépendances, le Togolais est habitué à voter pour le président de la République. Alors, comment vous lui expliquez qu'aujourd'hui, à un an d'une élection présidentielle qui s'annonçait pour 2025, il ne pourra plus, si cette nouvelle constitution est promulguée, il ne pourra plus élire le président de la République? Non, c'est l'avantage et l'inconvénient des deux systèmes. Dans le régime présidentiel, comme je vous ai dit, c'est un homme providentiel qui vient. Dans le régime parlementaire, le pouvoir appartient au peuple. Le peuple, à travers ses représentants, qui sont les membres de l'Assemblée nationale, qui élisent le président de la République, qui dorénavant a un rôle représentatif, qui est le garant du bon fonctionnement de l'ensemble des institutions de la République. Mais le cœur du pouvoir, véritablement, c'est au niveau du président du Conseil des ministres. C'est le président du Conseil des ministres. Donc c'est un nouveau système, on va s'habituer au système. Mais si vous voulez, disons, élire le président, vous devez faire en sorte d'élire les représentants d'un parti qui vont gagner l'Assemblée nationale pour pouvoir avoir le poste du président du Conseil des ministres. C'est si simple. C'est très simple. Et on fait économie d'un certain nombre d'élections, d'un certain nombre de troubles, d'un certain nombre de décès et tout ce qui est lié à des élections et au contentieux électoral en Afrique. Alors, vous pensez que cette nouvelle constitution arrange les Togolais dans le contexte actuel ou plutôt avantage les hommes politiques? Non, ça n'avantage pas les hommes politiques. En quoi est-ce que ça avantage les hommes politiques? Ça nous permet d'avoir des institutions beaucoup plus stables, c'est tout. Donc, qu'on explique, même dans l'ancien système, ça avantageait qui? C'est des gens qui sont candidats. Donc, dans le nouveau système, vous faites en sorte d'avoir la majorité au Parlement et vous dirigez le pays. C'est simple. C'est très simple. Cela se passe en Israël, cela se passe en Italie, cela se passe au Canada, cela se passe en Allemagne, ça se passe très bien. In fine, c'est pas forcément une question de régime. La question de la gouvernance, d'abord, c'est une vision, c'est une volonté, et c'est des hommes qui impriment une certaine action, une certaine volonté de changer les choses. Mais comment habiller ça? Donc, il faut faire en sorte que l'habillage permette une certaine stabilité. C'est la stabilité que nous voulons. Quand il y a la stabilité, maintenant les hommes vont imprimer, vont incarner une certaine action, un certain modernisme, un certain engagement à faire les choses pour le développement du pays. Aujourd'hui, qui peut devenir président de la République, même si on sait que ses prérogatives sont diminuées, qui peut devenir président de la République avec la nouvelle constitution? Non, vous pouvez devenir président, je peux devenir président, n'importe qui peut devenir président. Il faut qu'on sorte d'un système parce qu'on nous a habitués. Ça, je vous ai dit, c'est une certaine dualité entre deux bords. Moi, je ne veux pas faire partie de ces querelles-là. C'est des choses que nous sommes venus voir et ça continue. Nous voulons un système qui nous ressemble. Un système qui donne la chance à tout le monde, comme nous-mêmes. Nous pouvons prétendre un jour devenir président de la République ou président du Conseil des ministres, n'importe quel Togolais. Il n'y a pas d'homme providentiel. Vous avez une majorité, vous désignez votre chef de la majorité, il devient Premier ministre. Ou c'est au niveau de la majorité, puisque si vous avez une majorité dans les deux chambres, c'est vous qui désignez, c'est vous qui votez pour le chef de l'État. Donc quelqu'un qui a de l'expérience, parce qu'il y a quand même des critères qu'il faut remplir. Il faut résider ici, il faut avoir 50 ans. Et si vous prétendez être président de la République, allez faire votre campagne au niveau de la majorité, puisque si ceux qui ont le parti qui est majoritaire dans les deux chambres votera pour le président. Donc n'importe qui, c'est ouvert à n'importe qui. Alors, si vous faites campagne, vous devenez chef de l'État. Je voulais parler en fait du profil pour devenir président de la République aujourd'hui, oui. Avant de parler de ses prérogatives. Pour devenir président de la République, a-t-on besoin d'être un homme politique? A-t-on besoin d'être un député? A-t-on besoin d'être président d'un parti? Non, pas forcément. C'est le profil que je veux savoir. Non, pas forcément. Vous êtes Togolais. Qui peut devenir président de la République? Vous êtes Togolais, vous avez 50 ans, vous avez vos droits. Vous avez un état physique acceptable constaté par 3 médecins. Vous postulez, mais vous devez être soutenu par la majorité. Sinon, vous n'avez aucune chance. Vous devez être soutenu par la majorité. Ceux qui ont la majorité dans les deux chambres. Si vous êtes soutenu par ceux qui ont la majorité dans les deux chambres, c'est que vous allez passer. La candidature sera ouverte comme on le voyait dans l'ancien système ou ce sera juste à l'interne des partis?
Non, de toute façon, vous devez vous rapprocher d'un parti politique pour avoir son soutien, sinon vous n'avez pas de chance. Okay. Mais on n'a pas dit forcément que ça doit venir de tel ou tel, non. Okay. C'est ouvert. Okay. Les conditions d'éligibilité, si vous les remplissez, maintenant, forcément, il faut avoir le soutien d'un parti politique. Et il faut avoir le soutien du parti qui est majoritaire dans les deux chambres. C'est logique. Mais cela se passe comme ça en Allemagne, cela se passe dans d'autres pays. Et pour devenir le président du Conseil, qui peut devenir président du Conseil? Vous avez dit que c'est le chef normal du parti majoritaire. Qu'est-ce que vous entendez par chef du parti majoritaire? Non, c'est le parti qui devient majoritaire à l'issue de la proclamation des résultats des élections législatives. C'est ce parti-là qui propose son chef, naturellement, pour occuper le poste du président du Conseil des ministres. Et les conditions sont les mêmes. Avoir 40 ans, avoir l'ensemble de ses droits, avoir une bonne santé constatée par des médecins qui sont désignés pour ce travail-là, et puis être soutenu par sa majorité. Parce que si vous n'êtes pas de la majorité, vous ne pouvez pas. Il faut avoir gagné les élections, et être proposé par sa majorité. Ce qui reporte maintenant l'attention sur les élections législatives. Justement, les élections législatives doivent être véritablement maintenant au cœur de notre agenda politique. Celui qui contrôle le Parlement contrôle, propose quelqu'un pour devenir président du Conseil des ministres. Est-ce que vous trouvez que le timing choisi donc pour basculer vers un tel régime, alors qu'on est à pratiquement moins d'un mois des élections législatives, est-ce que vous trouvez que c'est le bon timing? Parce que là, s'il faut aller à ce système, il faudrait que les électeurs qui vont aller voter à ces élections législatives comprennent l'enjeu vraiment de ces élections législatives. Il faudrait que les hommes politiques aussi ou les candidats qui se présentent à ces élections comprennent aussi l'enjeu. Vous pensez que d'un mois, c'est suffisant pour faire tout ce travail et basculer à un nouveau régime? C'est pour ça que nous faisons ce travail de communication. Je vous ai dit l'initiative de tant que le Parlement siège, nous pouvons légiférer. Nous pouvons légiférer sur des lois ordinaires, les lois organiques et les lois constitutionnelles. Vous n'avez pas oublié qu'il y a eu des lois qui sont passées et qui ont augmenté le nombre de députés. Pour la même assemblée, il n'y a pas eu de contestation. Donc je vous le souligne, il n'y a pas eu, mais c'est la même assemblée, il n'y a pas eu de contestation. Et en plus, la modification ne concerne pas les différentes modifications ne concernent pas les élections à venir. Ça ne concerne pas les élections. Le protocole additionnel de la CEDEAO, qu'est-ce qu'il dit? Quand vous avez des élections, à moins de 6 mois, vous ne pouvez pas changer les règles pour ces élections-là. Donc c'est carrément une nouvelle constitution qui ne change pas les règles de l'élection législative. Donc il faut qu'on soit clair sur le concept. Ça ne change pas les règles de l'élection. Ça donne beaucoup plus de l'importance dorénavant aux élections législatives pour que nous puissions nous battre pour contrôler le Parlement. Donc c'est véritablement de ça qu'il s'agit et nous allons dans les semaines à venir faire véritablement un travail d'explication. Et là, je ne comprends pas une chose. La modification ou la nouvelle constitution, vous dites, ne concerne pas les élections législatives à venir. Et ça dit que les députés qui seront élus très prochainement, le 20 avril, n'auront pas à choisir. Non, c'est pas ce que je dis. Le président du Conseil ou comment? Si. Non, ça veut dire que le protocole, les gens disent non, vous ne pouvez pas toucher à vos tests si vous êtes à moins de 6 mois. Oui. Quand les élections à venir, quand les textes, c'est pour changer les règles des élections à venir. La modification qui est intervenue, ce n'est pas pour changer les règles pour aller aux élections législatives. Voilà, donc ce n'était pas pour changer les règles pour aller aux élections du 20 avril. Donc il n'y a pas de problème. Simplement que maintenant, il faut bien expliquer aux gens que celui qui a le Parlement contrôle le pays et propose son candidat pour le président du Conseil des ministres. Okay. Et maintenant, ça veut dire qu'au moins, à partir de ces élections législatives, celui qui, comme vous le dites, a la majorité au Parlement, va contrôler le pays d'une certaine manière à travers le président du Conseil. C'est ça. C'est bien clair pour tout le monde. Alors, comment comptez-vous expliquer ça aux populations, puisque, comme je le disais, nous sommes à moins d'un mois de ces élections législatives? Oui, mais nous avons commencé ce travail d'explication et nous, personnellement, vous savez, la proposition a été soutenue par nous. Moi, je viens de l'opposition, il y a des indépendants, il y a également la majorité. Et c'est un travail d'explication que moi j'ai commencé à travers tout ce que moi je fais depuis 2 ans.
pour expliquer que moi, je suis pour un régime parlementaire. Et c'est ce qui s'y est le plus. Donc, j'ai fait ce travail, moi, personnellement. Maintenant, l'institution fera son travail de communication, d'explication. Mais moi, en ce qui me concerne, je pense que j'ai suffisamment parlé de ce sujet. J'ai suffisamment débattu sur ce sujet. Les gens connaissent ma position sur ce sujet. Et si on nous fait une proposition, nous n'allons pas aller contre. Donc, c'est pour ça que nous soutenons cette proposition et nous allons continuer ce travail de pédagogie. Parce que ce travail de pédagogie, il est indispensable pour que les gens puissent comprendre. Parce que beaucoup de gens, quand ils ont découvert, même les journalistes le testent, ils ont dit, mais au finish, il est très bon votre test. Nous, on ne savait pas qu'il était bon comme ça. Donc, c'est ce travail que nous allons continuer à faire. Alors, toujours les prérogatives du président du Conseil, quels sont ses pouvoirs et qu'est-ce qui a changé par rapport à l'ancien système? Non, l'ancien système, disons que celui qu'on appelait Premier ministre, il était un collaborateur du chef de l'État, disons, parce que là, les prérogatives sont claires. Il préside le Conseil des ministres, il fait la proposition de nomination d'un certain nombre de personnalités, il est responsable devant le Parlement de l'action du gouvernement, il engage sa responsabilité. Donc, c'est lui qui assure l'exécutif. Et donc, c'est la nouvelle prérogative du C'est la nouvelle prérogative du président du Conseil des ministres. Président, mais on va s'habituer, hein. Président du Conseil des ministres. Qui est différent maintenant du président de la République. De la République, oui. Le chef de l'État. Le chef de l'État, garant du bon fonctionnement des institutions de la République. Un rôle beaucoup plus représentatif, un mandat de 6 ans, non renouvelable. Certains pensent que vous avez juste déplacé le problème parce que dans la classe politique, on parle généralement d'alternance au sommet de l'État et que si vous changez de régime et que c'est le parti majoritaire au Parlement qui choisit son Premier ministre, qui a pratiquement le pouvoir de l'ancien chef de l'État dans le système présidentiel, qu'on a fait déplacer le problème. Que leur répondez-vous? Non, on n'a pas fait que déplacer le problème. Je vous ai dit que je veux sortir de cette dualité. Moi, j'assume mes convictions. Quand je suis rentré en politique, j'ai trouvé des gens qui ne se parlaient pas. Moi, je veux sortir de cette dualité. Moi, ça ne me concerne pas. Les querelles. Le président du Conseil, celui qui a le plus de pouvoir, va faire que les gens vont se parler? Oui, les gens sont obligés de se parler parce que ça dépendra de du nombre de députés que vous avez à l'Assemblée nationale pour pouvoir former une coalition, pour pouvoir diriger le pays. Vous êtes obligés de vous parler dans ce cas. Vous êtes obligés de vous parler. C'est un système qui permet aux acteurs de se parler. Vous pouvez même trouver une coalition contre nature. Ça se passe souvent en Israël. Vous pouvez avoir besoin de 2 ou 3 députés que vous allez chercher même dans ceux que vous taxez de je ne sais quoi. Vous aurez besoin d'eux pour diriger le pays. C'est un système où les gens se parlent. Parce que si vous n'arrivez pas à former le gouvernement, vous êtes obligé de repartir aux élections. Si vous n'arrivez pas à former le gouvernement, vous êtes obligé de repartir aux élections. Expliquez mieux. Ça veut dire que si vous n'arrivez pas à faire une majorité pour nommer votre président du Conseil des ministres, vous êtes obligé de repartir aux élections puisque personne n'arrive à former une majorité. Donc vous êtes obligé de repartir aux élections. Personne ne dépasse la moitié plus 1. La moitié plus 1. Ou si vous n'arrivez pas à trouver des gens qui peuvent diriger avec vous, mais vous êtes obligé. On constate qu'on n'arrive pas à faire un gouvernement et puis vous êtes obligé de repartir aux élections. Aux élections législatives. Aux élections législatives. Parce que finalement, ça ne dire qu'on a déplacé le débat, c'est un faux débat. Dire qu'on a déplacé, pour répondre à votre question, dire qu'on a déplacé le débat, c'est un faux débat, puisque de toutes les façons, les élections législatives ont toujours eu lieu, et ceux qui contrôlaient les élections législatives, ceux qui gagnaient les élections législatives, nous, dans le cas d'espèce du Togo, ont toujours été chefs de l'État. Donc, on n'a jamais eu de cohabitation. Donc, il est normal qu'on dise dans un régime parlementaire que ceux qui sont majoritaires dirigent le pays. C'est ça le régime parlementaire. En quoi cela a changé alors? Cela a changé parce que maintenant, c'est le Parlement qui dit tel peut être chef. Non, Premier ministre, c'est l'ancienne appellation. Chef du Conseil. Voilà. Président du Conseil au président de la République. Non, pas président de la République. Président du Conseil des ministres. Voilà. Et c'est eux qui alors votent aussi pour le président de la République. Oui, mais pour le président de la République, c'est que c'est les 2 chambres réunies. La différence, c'est que pour le président de la République, c'est que c'est les 2 chambres réunies. Le Sénat et l'Assemblée nationale. Oui, qu'on appelle dorénavant le Congrès. Alors, nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de l'invité Innocent Kabara. La nouvelle constitution suscite beaucoup de réactions, vous le savez. Que faut-il retenir pour l'essentiel?
Non, l'essentiel, c'est que nous avons un très bon test qui, finalement, par rapport aux non-signataires qui ont fait beaucoup d'apports, qui est plus ou moins consensuel au niveau du Parlement, il faut expliquer, il faut faire un travail de pédagogie. Et pour réviser la Constitution, il y a deux voies, la voie parlementaire et la voie référendaire. Nous avons opté pour la voie parlementaire. Si vous avez les 4/5e, le test est voté. Donc, c'est ce qu'il faut retenir et c'est ce que notre loi dit. Donc, vous n'aviez pas violé les tests. Voilà. Donc, c'est ce que notre loi dit. Moi, je le lis comme vous. C'est ce que nous avons. Maintenant, le reste, c'est une question d'interprétation entre juristes. Merci beaucoup à vous, Innocent Kawara. Vous êtes député à l'Assemblée, président du Parti démocratique panafricain PDP. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci. Merci également à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis et à vous, chers auditeurs, de nous avoir suivis à travers les différentes radios qui ont diffusé cette émission. Je vous retrouve tout à l'heure dans la suite du programme du ce soir et ce sera d'un regard croisé.